Cédric Lombardo est avec nous, mesdames et messieurs. Alix, avec lui, on va aborder quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la gestion toujours durable des zones côtières de Côte d'Ivoire. Le cas d'Abidjan, pour aujourd'hui, on a fait Grand Laou, on a eu Bassam. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les littorales ivoiriens, zone très sensible. Ils abritent une grande partie de la population de Côte d'Ivoire, comme nous l'avons vu avec les cas de Grand Bassam, Grand Laou. Le littoral, ces populations sont soumises au phénomène de l'océan. Elles subissent donc par endroits l'érosion préoccupante, les vitesses de recul des plages sont importantes et parfois spectaculaires. Oui, et ce côté spectaculaire-là nous inquiète, c'est la raison pour laquelle nous avons le bonheur de partager l'expérience de Cédric. Les changements, Cédric, dans le domaine littoral sont rapides. Ça va vite, ça va très vite. D'autres menaces se profilent. C'est ce qui fait peur avec l'élévation du niveau de l'océan, en raison bien sûr du changement climatique. On ne le dira jamais assez sur ce plateau. Alors, ces risques appellent une réflexion profonde. C'est là où le côté inquisiteur de Cédric intervient. Une réflexion profonde du gouvernement pour adopter les politiques et stratégies afin d'assurer, mesdames et messieurs, une gestion durable des zones côtières. Alors, quels sont les défis du littoral ivoirien? Et voici le thème de notre chronique. Alors, Cédric, première question. On parle de gestion intégrée des zones côtières. Il s'agit de quoi pour nous les nuls en développement durable? Bonjour Alix, bonjour Marcela. Alors la gestion intégrée des zones côtières, en fait, c'est un outil de gouvernance qui est mis en place, qui est recommandé depuis plusieurs années. Parce que comme vous l'avez dit, il y a déjà 2 émissions de ça, on est sur un environnement où beaucoup de forces se manifestent, les lagunes, les fleuves, l'océan, etc. Et il faut arriver à comprendre à la fois tous ces composantes de l'écosystème, mais il y a aussi l'activité humaine. Et donc on se retrouve sur un milieu qui est très complexe et on essaie de trouver des stratégies de gouvernance. Et on parle donc de gestion intégrée des zones côtières pour justement être capable d'intégrer toutes ces différentes composantes et mettre en place une stratégie de développement durable sur la façade littorale de chacun des pays. Alors, de manière spécifique, comment réagissent les côtes ivoiriennes face à la montée de l'océan? Alors, on a des profils de côtes qui sont relativement différents sur la Côte d'Ivoire. On vous a préparé une petite animation ce matin pour vous présenter un petit peu la richesse et la diversité donc, du littoral ivoirien. C'est la première animation qu'on va lancer tout de suite. Et sur cette animation, vous allez pouvoir vous rendre compte que le littoral de la Côte d'Ivoire, en fait, est composé en trois principales parties. Donc, on rappelle toujours notre petite planète ronde, la Côte d'Ivoire. On va se diriger maintenant sur le littoral. Et vous voyez complètement à gauche, à l'est, on a une première zone qui est jaune. C'est ce qu'on appelle les zones de haute côte. Et là, vous avez ici 2 principales choses qu'il faut regarder. Tabou d'un côté et puis San Pedro. Et chaque fois que vous verrez ces images satellites, vous verrez qu'on a des espèces de lagunes qui sont en train de se mettre en place. La deuxième zone, ça part de Sassandra jusqu'à Grand Laou. C'est ce qu'on appelle la côte de formation sédimentaire. Là, vous voyez Sassandra avec une magnifique bord de plage. Fresco, qui est aussi un endroit exceptionnel, mais qui est soumis à de très fortes érosions. Et ensuite, là, vous arrivez vraiment sur la 3e zone, ça part de Grand Laou jusqu'à Abidjan. Et là, on est sur des basses côtes sédimentaires. Les lagunes sont extrêmement importantes. Grand Laou, on en a parlé, est mis en danger. Abidjan, en fait, ce sont des îles, si on se rend bien compte. Et alors, ces îles, ça abrite une partie importante de la population. Là, on est à Grand Bassam, encore des lagunes. Et on se dirige maintenant vers la zone de la lagune Abi, où vous avez le parc national Eotilé. Alors, pour faire rapidement, il ne faut pas oublier que Grand Laou, vous avez un site Ramsar avec le parc d'Azani, qui est quand même un joyau architectural, la poésie de Matin Bonheur. Quand on va arriver sur Abidjan, un petit peu plus loin, on va voir le parc du Banco, encore quelque chose d'extrêmement important. On va sur les îles Léotilées. Donc, tout le littoral de la Côte d'Ivoire est composé de joyaux environnementaux et c'est ça aussi qu'on essaie de préserver. Mais attention, une grande partie des populations y vivent et c'est un petit peu ce qui nous embête, comment être sûr de les protéger des enjeux actuels et à venir. Alors, présenté comme ça, le littoral ivoirien est magnifique. On n'a rien à envier à Hawaï. On n'a rien à envier à Hawaï et Miami, tout ça. Alors, quelles sont les actions concrètes que l'on observe pour protéger ce joyau architectural du littoral ivoirien? Et quelles sont les avancées? Alors, on a plusieurs projets qui sont mis en place. Alors, on a des choses qui sont directement pilotées par le gouvernement. Quand on voit par exemple le cas de Grand Bassam, c'est quelque chose dont on a une conscience depuis tellement longtemps qu'il y a vraiment des actions qui ont été mises en place de manière autonome par le gouvernement et ça suit son cours. Mais le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Ça, c'est la voyez, il nous appelle tout de suite. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs partenaires internationaux aussi s'associent à cette démarche. Donc, par exemple, on a un projet qui est le projet WACA. Et ce projet WACA est piloté par la Banque mondiale sur toute la côte ouest africaine. Et Grand Laou, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le hotspot, le point chaud piloté par WACA. Mais naturellement, WACA va s'adresser à d'autres zones du littoral. Et parmi nos autres partenaires internationaux, on a l'USAID. Donc là, c'est l'aide internationale qui nous vient des États-Unis.
c'est ce qu'on appelle le don du peuple américain, et eux s'intéressent particulièrement à la zone de fresco. Donc si on regarde bien, on a ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds. Parfois le gouvernement est tout seul mais il mène l'action. Parfois on a le soutien des partenaires internationaux et c'est cet équilibre un petit peu qu'on essaie de mettre en avant. Alors, concrètement. Cédric, revenons aux causes. Il y a déjà une chose que l'on observe, c'est le phénomène des marées. Oui. Et chaque jour, on voit le niveau de la mer qui augmente et qui descend. Voilà, cet effet yo-yo-là, comment l'expliquer? Alors, en fait, c'est la deuxième animation qu'on vous a préparée pour ce matin. Il faut comprendre qu'on est sur des phénomènes de gravitation, parce que vous l'avez vu, on a le Soleil, on a la Terre. Et donc, ce qu'on va vous montrer assez rapidement, c'est que lorsque vous avez la Lune et lorsque vous avez le Soleil qui sont dans le même alignement que la Terre, vous allez avoir une force de gravitation, c'est-à-dire que ces deux éléments, Lune, Soleil, vont aspirer, entre guillemets, la Terre, et vous allez assister à un phénomène d'élévation naturelle de l'océan. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de vous montrer en ce moment. On voit que l'océan est en train de monter. Donc, en fait, c'est ce qui fait les marées hautes. Et les marées hautes, on les observe aussi bien en espace maritime qu'on les observe dans la lagune, puisque la lagune est connectée à l'océan. Mais parfois, vous avez aussi d'autres marées qui sont hautes. Et ça, c'est simplement quand la Lune est toute seule. Donc, quand vous n'avez pas de pression de la part de la Lune, on va se retrouver en marée basse. Et avec après un certain rythme qui se met en place, lorsqu'on a la Lune, le Soleil ou la Lune tout court, on aura des marées plus ou moins hautes ou plus ou moins basses. Est-ce que les différentes saisons ne participent pas elles aussi au phénomène des marées? Oui, vous avez entièrement raison, parce qu'on se rend bien compte que quand on est quand on est en saison des pluies, on a toujours une mer qui est très très avancée par rapport au bord de plage, alors que quand on se retrouve à marée basse, la mer a plutôt tendance à se reculer. Alors si vous arrivez à Abidjan à Noël, j'ai envie de dire, en marée basse, vous vous dites mais ils ont des mètres de plage devant eux. Oui, mais si vous venez en plein mois de juillet à marée haute, vous allez vous rendre compte que la mer est vraiment très très proche maintenant des habitations. Et le phénomène érosif est la menace la mieux connue par les populations du littoral. Comment se passe ce phénomène-là concrètement? Alors concrètement, il faut comprendre qu'on a deux types d'érosion qui se mettent en place. Donc on vous a préparé deux petites animations pour compléter ça. C'est ce qu'on appelle l'érosion de la plage sous-marine, parce qu'il faut comprendre comment est-ce qu'elle avance. Et là, c'est la première chose qu'on va vous présenter. Vous voyez, là, on est en pleine saison sèche, on est à marée basse. Vous voyez sur la photo des zones qui sont un petit peu des zones sableuses. Et entre le sable, vous allez voir cette grande ligne bleue. Vous devez vous imaginer qu'en fait, la mer, quand les vagues viennent pour frapper, elles frappent sur le littoral et puis forcément, elles vont se retirer, ce qu'on appelle les vagues de retour. Et quand elles vont se retirer, elles vont gratter un petit peu le sable. Donc, vous devez imaginer que nous avons tout un ensemble de petits ravins qui sont comme ça au bord de l'océan. Et ces ravins se répètent indéfiniment. Mais quand la mer se retire, vous voyez, vous avez plein de sable qu'on voit bien. Donc, elle soulève le sable, elle le bouge, elle le retire, elle l'amène jusque de l'autre côté de la barre. Regardez derrière la vague, vous voyez un petit peu maintenant les petits nuages sous-marins de sable. Et regardez, le phénomène est devant vous. Vous avez un grand ravin central et que fait la mer? Elle récupère ce sable par en dessous. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle creuse progressivement par en dessous pour être capable de s'avancer vers le bord des plages. Wow. Ça, c'est ce qu'on voit le plus difficilement. Il faut vraiment des conditions environnementales particulières pour l'observer. Mais une fois qu'elle a réussi à avancer, on a maintenant l'érosion des plages. C'est la deuxième animation sur ce sujet qu'on vous a préparé pour ce matin. Et on va se rendre compte qu'on a des falaises érosives qui se mettent en place. Donc là, c'est la deuxième vidéo. Vous vous rendez compte sur l'érosion des plages que une fois que la mer a réussi à avancer, là on est en saison des pluies, regardez à gauche de l'écran, vous voyez un petit peu ce qu'on appelle nous des falaises érosives. La mer vient tout doucement, elle frappe, elle prend un petit peu de sable, elle va reculer. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Parce qu'une fois que cette puissance est mise en œuvre, c'est terminé pour nous. Vous voyez bien ici la vague qui s'avance, elle se met en place, elle ramasse le sable et elle va l'emmener loin, loin, loin derrière elle. Et si vous regardez bien, on va vous faire une petite vue aérienne. Voilà, regardez à quelle quantité d'avancée nous pouvons assister simplement en saison des pluies. C'est exactement ça. Merci beaucoup Cédric, de quoi alerter tout le monde. Absolument. Heureusement qu'il y a des solutions qui arrivent. On va les ébaucher sûrement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric. Passez une très bonne journée.